donner la parole à Vincent Hugeux, parce qu'Éric Fotorino a défini un certain nombre de peurs lointaines, mais qui donc viennent à nous, et de peurs souvent difficiles à cerner dans ce nouveau monde, notamment le terrorisme, notamment Ebola. Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express, vous avez enquêté au plus près, vous avez travaillé sur ces peurs-là. Je vous cède tout de suite la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, en guise de préambule, un mot sur ma dernière peur en date, ne pas parvenir à rallier à temps Cannes et cet amphithéâtre. Je suis donc à la fois honoré et ravi d'y être parvenu. J'ai surtout survécu aux hordes vociférantes d'usagers en Lodène mais en furie. Et je trouvais que pour quelqu'un qui est censé couvrir depuis un quart de siècle la plupart des conflits armés de cette planète, finir ainsi eût été un tantinet minable. Nous y voici donc. À titre purement empirique, à l'époque où nous avions nos premiers échanges de courriel avec François au sujet de la thématique de ces rencontres, j'observais ceci, pour vous dire simplement l'omniprésence de la thématique. Dans un même numéro de l'Express, Charité bien ordonnée commence par moi-même, je cite « Djihadisme de poing, la peur, arme fatale ». Un grand entretien avec la psychanalyste Claude Almos qui évoque une pathologie spécifique de la crise, le fardeau de ceux, CEX, qu'elle appelle les invisibles de la peur, la terreur du déclassement, du naufrage. Dans un numéro très proche, l'Express, Ebola, de points, le virus de la peur. Et on retrouve d'ailleurs à la une du 1, numéro 31, bel exercice d'élocution, Ebola, virus de toutes les peurs. Bien. Et pourquoi avais-je choisi de suggérer ce titre ? Tout simplement parce que, en parcourant les bas quartiers de Conakry et en passant 2 journées dans l'hôpital Donka, au centre de la capitale guinéenne, tenu par Médecins sans frontières, dont il ne faut jamais se lasser de saluer l'admirable abnégation sur un terrain aussi acrobatique que celui-là, eh bien, je m'étais aperçu que le phénomène de la peur, ce que la Banque mondiale, dans un rapport récent, appelle le facteur peur, fear factor, on en fait même des émissions de télé-réalité, eh bien, ce phénomène-là décuplait la difficulté objective d'apporter le soin et le traitement. Prenons un exemple très simple. Lorsque vous devez convaincre au fin fond d'un village de la Guinée forestière qu'il faut, fût-ce pour un temps, renoncer aux rituels funéraires ancestraux et ô combien respectés par les populations. Le mort, surtout si c'est un dignitaire, un chef coutumier, un imam local, on le touche, on l'embrasse. Le malade, on le caresse, on le réconforte. Et il faut donc aller expliquer que du fait d'un mal non identifié, venu d'ailleurs et dont on a tendance à nier l'existence même, eh bien il va falloir trahir cet héritage des anciens. Eh bien, j'étais en Guinée à l'époque où une équipe de ce qu'on appelle des sensibilisateurs, c'est-à-dire des activistes humanitaires de base, ont été massacrés dans un village par une milice de jeunes qui considéraient qu'ils n'étaient pas là pour prévenir ou traiter le mal, mais au contraire pour l'inoculer. Et pourquoi hésitait-on tant à aller à l'hôpital Donka, au cœur de Conakry? Parce que la rumeur publique vous disait 2 choses. 1, si tu y vas, tu vas mourir, tu n'en sortiras pas vivant. Et là-bas, tu sais, il y a des mutilations de cadavres. Vieux fantasme, lui aussi, millénariste en quelque sorte. Bien. Et la vraie difficulté pour ceux qui s'engagent courageusement dans ce genre d'arène, c'est que le temps de la pédagogie, qui est le seul instrument dont on dispose pour essayer de convaincre, n'est pas le temps de la peur, il n'est pas le temps de la panique, il n'est pas le temps de la terreur. Et au fond, on court à 100 mètres avec des boulets aux pieds. Donc ça, première expérience d'Ebola. Mais deuxième expérience, alors c'est la plus intime du personnel, il faut avoir ressenti, avoir perçu, avoir discerné l'espace d'un instant la lueur d'inquiétude fugace, mais patente, dans le regard de vos amis, de vos familiers, de vos voisins avec lesquels par ailleurs vous entretenez des relations extrêmement cordiales, parce que vous êtes le porteur d'un péril virtuellement mortel. Et à vrai dire, moi-même, en ayant la conviction d'avoir pris toutes les précautions qui m'avaient été signifiées par les acteurs humanitaires sur place, c'est vrai que quand je suis parvenu aux 21 jours,
c'est-à-dire le temps d'incubation maximale du virus. Bon, j'ai pas non plus sabré un Jéroboam de Champagne, mais j'ai éprouvé un certain soulagement. Donc, je ne condamne évidemment pas ce type de réaction. Elles sont légitimes, elles sont humainement parfaitement compréhensibles. J'évoquais à l'instant la persistance, l'omniprésence de cette thématique. Je pourrais continuer en vous disant par exemple que le prochain débat du Press Club de France, le 15 décembre, est ainsi intitulé « Comment sortir du marketing de la peur ». Donc vous voyez à quel point ce thème-là est présent. Alors, vous avez évidemment la peur millésimée Roger Gilquet 1976. La France a peur. Je suis sûr que certaines d'entre vous s'en souviennent encore. Mais au fond, quand on réfléchit quelques instants sur les ressorts, dans la logomachie de l'homme d'État, de l'homme, de la femme de pouvoir qui aspire à l'exercer, il y a ce postulat. Nous vivons dans un monde dangereux. Le monde dans lequel nous vivons est-il objectivement, est-ce d'ailleurs quantifiable, plus dangereux que celui de nos ancêtres? Je n'en suis pas certain. Car au fond, on pourrait là encore renvoyer à des terreurs millénaristes, à la peste, au choléra, aux grandes boucheries médiévales et ensuite, etc. etc. Mais ce postulat-là existe. Alors pourquoi? À mon sens, pour 2 ou 3 raisons. D'abord, c'est un postulat qui est nécessaire pour, par exemple, justifier un engagement militaire et l'attribution des fonds qui lui sont alloués. Ensuite, ça peut être aussi une manière de conquérir le pouvoir, de le consolider, de l'asseoir, de le préserver. Et ça nous ramène, me semble-t-il, à un 3e facteur, c'est-à-dire que c'est une manière aussi sans doute d'imposer une figure tutélaire, rassurante, patriarcale. Nous vivons dans un monde dangereux, le navire est dans la tempête, mais rassurez-vous, je tiens ferme le gouvernail. Alors ensuite, encore faut-il être à la hauteur de ces promesses. Parmi les grandes peurs, on y a fait allusion à l'instant, la thématique increvable de l'invasion, quelle que soit la tournure qu'on lui donne, le péril jaune, c'est un vieux fantasme, certains me diront une épaisse réalité, on pourra en discuter, mais le péril jaune, on en faisait des films assez mauvais au demeurant il y a un demi-siècle ou 40 ans. Et il revient aujourd'hui, ne serait-ce que par l'épisode de l'aéroport de Toulouse, dont on pourrait d'ailleurs discuter de la pertinence, parce que, voilà, la France est non pas vendue, mais bradée ou donnée aux méchants chinois. L'invasion, alors évidemment, quand elle vient d'Afrique et du Maghreb, elle alimente un discours assez nauséabond auquel il a également été fait allusion, mais on sent bien que ce type de menace profondément irrationnelle, mais qui a une certaine prise, parce que on a eu l'expérience de la petite délinquance qu'on estime plus basanée que blanche de peau, etc., etc., eh bien, ça a une vraie résonance, et ça, donc, ça peut servir aussi de vecteur à des aventures politiques. Je reviens un instant sur ce rapport de la Banque mondiale que je mentionnais tout à l'heure, pour essayer de mettre le doigt sur la différence qui existe profonde entre les méfaits directs, objectifs, par exemple d'une épidémie de type Ebola, mais ceci avait été observé au moment du SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, dans les années 2002-2004 en Asie. On l'a vu de nouveau avec la grippe aviaire de type H1N1 à la fin des années 2000. C'est que toutes les études montrent que les effets induits, les effets indirects liés à la psychose, à la fermeture que l'on évoquait, fermeture des frontières, fermeture des ports, des aéroports, eh bien, expliquent 80 à 90% de l'impact économique de ce type de tragédie, contre 10 à 20% pour les effets directs, mortalité, morbidité, soins, etc. Donc c'est là aussi une manière de ressentir à quel point, plus que le danger objectif, c'est le discours sur le danger, la façon dont il est instrumentalisé et la façon dont il est perçu, qui va décupler l'ampleur du malheur. Et à ce sujet, je veux dire, sans nier par ailleurs les mérites de certains de celles et ceux qui les animent, moi je suis assez perplexe aujourd'hui sur l'impact en la matière des télévisions d'information continue, dont il a été fait allusion également lors du propos introductif. Parce qu'il faut alimenter la bête. Donc on va planter une caméra, y compris quand il ne se passe rien,
et comme il ne se passe rien, on va inviter des experts, bon, patentés ou douteux parfois, qui vont également, pour légitimer leur présence sur le plateau et les présences futures, n'injurions pas l'avenir, eh bien, on va entretenir cette idée d'incertitude, de peur, etc. Donc, voilà un peu les quelques réflexions que je souhaitais vous soumettre. Et puis, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais pour boucler la boucle avec un témoignage un peu personnel, en règle générale, les jugements qui sont attachés au concept de peur sont des jugements négatifs, péjoratifs. La peur, ça vous renvoie peut-être à la lâcheté, à la couardise. Eh bien, moi je peux vous dire, je peux en témoigner que dans au moins 2 ou 3 occasions, la peur m'a sauvé la vie. C'est-à-dire que la peur est pour moi une compagne parfois salutaire quand je suis en reportage dans des zones de conflit. Si un jour, ce qu'à Dieu nous plaise, je suis conduit à recruter un reporter, homme ou femme, appelé à travailler sur des zones de conflit aigus, il y aurait 2 notes éliminatoires. La première, ce serait, et je parle sous le contrôle de quelqu'un qui dirige une éminente rédaction, ce serait « le journalisme est toute ma vie ». Moi, je ne veux pas travailler avec des gens pour qui le journalisme est toute la vie. On ne fait pas de meilleur papier quand on n'a pas d'enfants, pas de famille, pas d'amis. On devient l'objet de ses propres pérégrinations intellectuelles et on fait donc du mauvais travail. Mais la deuxième note éliminatoire, ce serait « moi, je ne connais pas la peur ». Je ne veux pas travailler avec des gens qui prétendent ne pas connaître la peur. Je vous donne un exemple très simple. Il y a bien sûr la peur panique, la peur du lapin dans les phares, la peur de la poule au bord de la route qui bien sûr ne traversera qu'au moment où un véhicule se pointe. Mais il y a une autre peur, c'est celle qu'on apprend à canaliser au fil des ans et des expériences. C'est d'ailleurs ce que Mandela disait dans sa biographie. Le vrai courage, c'est d'apprendre à vaincre la peur. Eh bien celle-là, elle aiguise vos perceptions, vos sensations. Quand vous allez pour la 15e fois à Sarajevo, vous savez qu'à l'approche de l'Holiday Inn, il y a les snipers, les tireurs embusqués. Je me suis toujours refusé à employer l'expression franc-tireur parce qu'il n'y a rien de moins franc qu'un sniper. Eh bien, si vous êtes dans la panique, je fonce, je regarde rien, etc., vous avez une chance sur 2 de vous faire allumer. Si vous dites, bon voilà, je m'arrête là, qu'est-ce qu'on me dit? Le paysan là, qui est dans son champ, il me dit quoi? On peut avancer, on peut pas, il y a des mines, il n'y a pas de mines, ça tire pas, etc. Et on y va progressivement. Est-ce à dire que je n'ai pas peur? Mais au contraire. Mais je ne suis pas tétanisé, je ne suis pas paralysé par la peur. Donc ce qu'on apprend à cultiver dans ce genre de situation, c'est encore une fois un petit art, une petite science de maîtrise de la peur pour faire d'un handicap, qui pourrait être absolument définitif, un véritable atout. Mais j'en reste là à ce stade. Merci de votre attention.